Bonjour Sébastien Chenu, vous êtes vice-président du Rassemblement National et député RN du Nord. Vous êtes rare à vous exprimer en cette rentrée. Merci d'avoir accepté cette invitation. Pourquoi une telle discrétion au sein du Rassemblement National ? D'abord, on n'a pas pour habitude simplement de commenter l'actualité. Nous sommes des acteurs politiques et on a plutôt envie de préparer la rentrée, de la préparer politiquement. Ce sera l'occasion d'ailleurs, Marine Le Pen à Hénin-Beaumont, la semaine prochaine, de faire un discours de rentrée. Jordan Bardella, lors d'un grand meeting qu'on tiendra le premier week-end d'octobre dans les Alpes-Maritimes, de donner également le cap, nos propositions. Mais nous n'avons pas vocation simplement à commenter. Donc stratégie de votre part. Les Jeux Olympiques ou quoi que ce soit. En revanche, notre boulot... Quoi que ce soit, c'est peut-être ce qui se passe avec le président de la République qui cherche toujours un Premier voilà, ministre. ce sont les atermoiements d'Emmanuel Macron. On ne va pas commenter chaque jour un coup la présidente du Conseil régional de la Réunion, le lendemain la dame de la comptabilité de la mairie de Paris, une écologiste en perdition, Mme Tubiana. Enfin, tous les jours, il y avait un nom. On n'allait quand même pas tous les jours se positionner et dire le mal qu'on pensait de ces gens qui ont abîmé le pays. Donc à Emmanuel Macron de trouver des solutions de la situation dans laquelle il a mis les Français. À nous de trouver les solutions pour répondre au quotidien, aux problèmes du quotidien des Français. Parce que ces problèmes, ils demeurent. Le pouvoir d'achat, l'immigration, l'insécurité, on en a des exemples criants chaque jour. Donc c'est nous, première force d'opposition, avec les presque 130 députés du Rassemblement National, presque 150 avec nos alliés d'Éric Ciotti, de demain préparer la grande alternance, parce que, évidemment, la situation qu'il y a devant nous ne pourra pas tenir très longtemps, et je ne vois pas comment d'ailleurs on trouvera des solutions dans le pays avec des majorités si relatives, c'est-à-dire en fait inexistantes. On comprend également par vos propos que vous soutenez le choix du président de la République de ne pas avoir nommé à l'hôtel de Matignon Lucie Castet. Néanmoins, est-ce que tout Premier ministre issu de la gauche pourrait être censuré de votre part ? Je dis la gauche et non le nouveau Front populaire. Je pense bien évidemment à un nom qui circule, celui de Bernard Cazeneuve. D'abord, tout Premier ministre qui appliquerait le programme du nouveau Front populaire, là-dedans, c'est de la dérégulation carcérale, c'est une immigration incontrôlée, une charge financière totalement insupportable pour les Français. Donc tous ceux qui appliqueraient le programme du Front populaire, oui, nous les censurions. Pour le reste, c'est pas une question d'homme. C'est-à-dire que Bernard Cazeneuve, qui a été un très mauvais Premier ministre sous François Hollande, si l'idée saugrenue était de le voir revenir, ce serait pour savoir ce qu'il veut faire. Moi, j'attendrai de voir d'abord ce que Bernard Cazeneuve propose, mais je vois pas tellement la plus-value d'une personnalité comme Bernard Cazeneuve. J'ai rien contre lui à titre personnel, mais sur quoi est-ce qu'il veut s'attaquer ? À l'immigration, à l'insécurité, au pouvoir d'achat, à la fraude fiscale et sociale. Voilà quelles sont les grandes lignes directrices. Quand on fait de la politique, c'est pour trouver des solutions pour répondre aux aspirations des Français. Et c'est pas parce qu'on a mis gentiment un voile pudique sur les problèmes des Français cet été grâce aux Jeux Olympiques qui ont été bien réussi, avec un été dans lequel, je rappelle, un Français sur deux ne part pas en vacances. On retrouve à la rentrée un pays apaisé. La France est confrontée à des problèmes absolument insupportables, un mur budgétaire qui arrive. Je ne suis pas sûr que Bernard Cazeneuve soit un magicien. Hier, sur nos deux antennes, Sébastien Chenu, Manuel Bompard a expliqué qu'il appelait les députés de l'opposition, on comprend vous, à voter la destitution du président de la République qu'il compte proposer. Est-ce que c'est envisageable au sein du Rassemblement National de voter pour une telle destitution ? Non mais définitivement, la France insoumise est la plus grande escroquerie politique qu'on ait connue. Une escroquerie vis-à-vis de ses électeurs, d'ailleurs, parce que quand il disait on fera le SMIC à 1 600 €, on va faire ceci ou cela, il savait très bien qu'avec 190 députés, il n'avait aucune capacité à faire passer un seul texte. La seule capacité qu'ils avaient, c'était de se faire censurer immédiatement. Donc ils ont fait espérer des électeurs sur des propositions dont ils savent qu'elles n'aboutiront jamais. Deuxième escroquerie, la destitution. C'est techniquement totalement impossible. Il faut d'abord, c'est très complexe, c'est très long. Il faut 2/3 de la majorité de l'Assemblée, 2/3 du Sénat. Je rappelle que les socialistes et les écologistes, les fameux alliés de la France insoumise, ont déjà dit que non, pour eux c'était totalement saugrenu. Donc faire espérer les gens sur des voies de garage, sur des impasses, sur des voies sans issue, c'est une escroquerie politique. Donc pour vous, la destitution, ce sera non ? Mais parce que c'est impossible à mettre en œuvre, ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, moi, je n'ai aucun affect pour Emmanuel Macron. Je pense que à la fin, le président de la République, si la situation est coincée, il n'aura pas d'autre choix que ou redissoudre dans un an, ou partir et démissionner. C'est ça ce que nos institutions permettent à Emmanuel Macron. Le reste, c'est un bidouillage qui n'aboutira pas. Or, je n'ai pas le goût de l'énergie mal employée. Je pense que la situation du pays ne le permet pas. Donc, les atermoiements, les bidouillages, les escroqueries politiques de la France insoumise, ça suffit, il faut du concret.
Hier, vous avez très certainement dû entendre Harmonie Comines. La France a tué mon mari par son laxisme, je la cite, son insuffisance et son excès de tolérance, émotion et colère sourde, légitime. Et au-delà de cela, partagez-vous ce matin sur nos deux antennes son constat? Oui, je partage son constat et comment ne pas être excessivement perturbé par le discours d'Harmonie Comines, un discours plein de dignité, plein de force et qui met le doigt sur les lâchetés de ceux qui nous gouvernent, qui dit finalement en creux que ceux qui prennent la perpétuité dans notre pays, ce sont les familles. Dire un mot aussi, peut-être parce que il y a une cagnotte qui a été mise en ligne par la Fondation de la Gendarmerie pour aider Harmonie Comines et sa famille, et je veux en parler parce que c'est sous l'égide de la Gendarmerie nationale et je pense qu'il faut le dire, mais au-delà de ça, Harmonie Comines dit avec cette force, cette sérénité aussi et cette lucidité, ce que pensent beaucoup de Français. Il y a une responsabilité collective de l'ensemble des dirigeants bien sûr, ces dernières décennies. Bien sûr, tous ceux qui sont succédés depuis 30 ans n'ont fait que ruiner l'autorité, affaiblir toutes les formes d'autorité, empêcher notre police, notre gendarmerie de pouvoir exercer sa mission avec foi, en les soutenant, raison pour laquelle nous sommes favorables à une présomption de légitime défense. En réalité, il faut que la police n'ait pas peur d'être sanctionnée si elle se retrouve elle-même dans une situation de danger. Donc il faut soutenir nos forces de l'ordre. Il faut un travail formidable. On l'a vu pendant les Jeux Olympiques. Il faut un travail formidable. Et quand il y a près de 70 faits de contrôle qui ne sont pas refus d'obtempérer, toutes les 20 minutes. Dans notre pays, on peut se dire que c'est un miracle qu'il n'y ait pas davantage de victimes. Donc oui, soutenir nos forces de l'ordre, revoir aussi l'appareil judiciaire. Est-ce qu'il y a un problème migratoire? La loi immigration que vous avez votée permet de remédier, par exemple, à ce qui s'est passé. Ce Cap-Verdien qui a été condamné à de multiples reprises. Elle autorise l'expulsion à présent des étrangers, y compris en situation régulière, condamnés ou simplement mis en cause dans une affaire judiciaire. Est-ce que vous saluez la loi immigration? Est-ce que vous dites on a commencé à franchir une première étape? Vous savez, nous on l'avait voté cette loi immigration, mais on avait dit une chose avec Marine Le Pen à l'Assemblée, on avait dit c'est une toute petite loi qui aura de tout petits effets. En réalité, et vous l'avez dit, c'est un Cap-Verdien multicondamné, multirécidiviste. Qu'est-ce qu'un Cap-Verdien? Il vient d'un pays qui n'est pas en guerre, il vient d'un pays dans lequel il pourrait retourner sans trop de problèmes, fait sur notre territoire après avoir été multicondamné. Il y a un principe sain et qu'il faut absolument insérer, j'allais dire, dans la pensée politique aujourd'hui que nous portons, c'est que tout étranger sur notre sol qui commet un délit ou un crime doit être expulsé. Et il faut se donner les moyens de faire appliquer ce principe. On en est très loin. Que foutait ce Cap-Verdien sur le territoire français après avoir été multicondamné? Que fichait l'Algérien qui a attaqué la synagogue de la Grande Motte, qui lui aussi n'a rien à faire sur notre territoire? Donc, si vous voulez, au bout d'un moment... Qui était lui aussi en situation régulière. Mais... D'accord, mais il devrait être expulsé, évidemment, rapidement, après sa condamnation. Donc, on doit faire en sorte que ce principe soit entendu et reçu comme tel par ceux qui se comportent mal sur notre territoire. Ils doivent savoir qu'à la première infraction, au premier délit, au premier crime, ils seront durement sanctionnés avec la possibilité d'être expulsés. Or, on en est très loin. Sébastien Chenu sur CNews et Europe 1, est-ce que vous nous dites ce matin que l'impunité tue dans notre pays? Et bien sûr que l'impunité tue. Et d'ailleurs, je pense que on n'entend pas beaucoup la gauche dans cette triste affaire du commandant, de l'adjudant Comines. On les entend pas, les grandes voix de la gauche qui pleurnichent matin, midi et soir dès qu'il y a un petit incident ici ou là en banlieue. Bien sûr, parce qu'ils savent l'immense poids de leur responsabilité. Ils savent l'immense poids qu'ils ont fait peser sur la lâcheté des hommes politiques, parce qu'en fait, en expliquant matin, midi et soir dans les discours que la police tue, que c'est toujours la faute des mêmes, que les mêmes sont toujours victimes, eh bien, ils ont distillé un poison qui a rendu beaucoup d'hommes politiques lâches, impuissants, totalement incapables de les affronter, parce que la doxa intellectuelle véhiculée par la gauche, et par certains de vos confrères aussi, d'ailleurs sur certaines ondes, qui ne font pas du journalisme, mais qui font de la politique, ce sont des combattants sans uniforme, ce sont des soldats d'une pensée politique sans uniforme. Eh bien, ils ont distillé une forme de lâcheté, ils ont émasculé la classe politique. J'évoquais à l'instant le discours poignant d'Harmonie Comines, qui a déclaré également par 2 fois hier 1981 n'aurait jamais dû exister. On peut y voir une référence à l'année de l'abolition de la peine de mort. Êtes-vous
favorable pour son rétablissement au sein du Rassemblement national. Non, ce n'est pas comme ça que nous envisageons les choses. Nous pensons que si ce débat sur En 2012, Marine Le Pen proposait de soumettre aux Français un référendum sur cette question. La première réponse, c'est qu'il faut que lorsqu'il y a une peine de condamnation définitive, elle soit réelle. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui des gens disent qu'il faudrait rétablir la peine de mort? Moi j'entends ça, je ne balaye pas ça d'un revers de la main. Moi je suis abolitionniste à titre personnel, mais j'entends ce que ça veut dire. C'est parce que en réalité la réclusion à perpétuité n'existe pas dans notre pays. Et Dati et Taubira ont une énorme responsabilité. Quand on n'est pas condamné à au-delà de 2 ans de prison ferme, eh bien le délinquant ne voit jamais les barreaux. Donc la réalité, c'est à partir du moment où il n'y a jamais de perpétuité réelle dans notre pays, eh bien les gens considèrent que la justice ne s'applique pas. Allons vers ces peines de perpétuité réelle. N'aménageons pas des peines pour des gens qui ont atteint l'intégrité physique. Construisons des places de prison. Dans notre programme présidentiel, c'était 85 000 places de prison sur 5 ans. Combien on a construit Emmanuel Macron? Peut-être 15 000 sur les 50 000 qu'il avait proposé. Donc on est très loin du compte. Et à partir du moment où on laisse véhiculer que... Je crois qu'il en avait proposé jusqu'à 15 000 et qu'effectivement... uniquement 2000, 2500, 3000. Bon, donc c'est encore en dessous de ce que j'imaginais, voyez-vous. Donc ça veut dire que c'est vraiment ridicule, c'est vraiment pas au niveau, et ça véhicule le fait que donc notre justice est laxiste, qu'on n'enferme pas les bons. Mais vous me direz, avec le programme de LFI qui proposait une régulation en faisant sortir 16 000 délinquants, on était à l'opposé de cela. Donc soyons fermes, ayons une justice ferme qui s'applique aussi immédiatement. Tout à l'heure, je parlais de l'Algérien qui a attaqué la synagogue de la Grande Motte. Il faut que la peine s'applique immédiatement. On avait eu des propos antisémites cet été dans le métro. On s'aperçoit que la personne qui est incriminée sera jugée en 2025. La justice doit s'appliquer rapidement, fermement, sinon les débats sur la peine de mort, effectivement, vont renaître et il faut les entendre. Ça dit quelque chose de notre société, ça dit simplement que les Français considèrent qu'on laisse trop faire. Dans votre programme pour les législatives, le Rassemblement national, vous aviez proposé un Big Bang de l'autorité à l'école. Pensez-vous que la restauration de l'ordre, on en parle depuis plusieurs minutes, doit aussi passer par une réforme profonde du système scolaire? Et validez-vous, par exemple, cette interdiction du portable jusqu'au collège, dont l'expérimentation débute dès cette rentrée? Oui, bien sûr. D'ailleurs, l'école forme les citoyens de demain. Et donc, on doit pouvoir, à l'école, là aussi, véhiculer l'idée de l'autorité, restaurer l'autorité. Mais comment faire lorsqu'on lâche des profs face à des hiérarchies qui ne veulent pas de vagues, dans des quartiers excessivement difficiles où ils ne peuvent même pas enseigner une partie de leur programme? Effectivement, là aussi, il y a tout un chantier à revoir. L'interdiction, évidemment, des tenues religieuses, l'interdiction des portables, les uniformes, tout ceci participe de la restauration de l'autorité à l'école. On en est très loin. Petite dernière question. 3 jours après avoir annoncé le retrait du trompettiste Ibrahim Malouf du jury du Festival de Deauville, on apprend que l'actrice et la réalisatrice Maïwenn auraient également été évincées de l'organisation. Je précise que c'était avant l'éviction de Bruno Bard, l'ancien directeur du festival. Qu'est-ce que cela dit de notre société, peut-être plus précisément du milieu artistique? Que dites-vous ce matin sur CNews Europe 1? Mais ce milieu passe son temps à dénoncer son voisin pour des faits réels ou supposés. En ce qui concerne M. Malouf, je crois qu'il a été totalement blanchi des accusations qui étaient contre lui. Mais ce milieu artistique n'en finit pas de couper des têtes, de demander la tête du voisin. Et à jouer à cela, c'est notre société tout entière qui finira par y passer. Moi, je crois que ces gens ne sont pas raisonnables. Lorsque quelqu'un a été condamné, qu'il a payé sa dette à la société, il a le droit de continuer. Lorsque quelqu'un a été blanchi, il a le droit de continuer à avoir une activité. Moi, je n'aime pas les donneurs de leçons, et bien souvent, le milieu artistique en produit beaucoup. Merci beaucoup, Sébastien Chenu. C'était votre grande interview sur CNews Europe 1. C'est à vous, Romain.